vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Vous avez reconnu la chanson Bonnie and Clyde. Saviez-vous que ces paroles ne sont pas de Serge Gainsbourg, mais de Bonnie Parker elle-même? Elles font partie d'un long poème intitulé La fin du chemin, écrit par la jeune femme alors qu'elle était en cavale avec Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, un couple de bandits au grand cœur, ou de vulgaires criminels qui n'ont laissé que la mort et la désolation sur leur passage. Podcast Story. Faisons d'abord connaissance avec l'impétueuse Bonnie Parker. Bonnie Elizabeth Parker voit le jour en 1910 au fin fond du Texas. Elle est la cadette d'une famille de 3 enfants. Ses parents ne roulent pas sur l'or. Lorsqu'elle a 4 ans, son père meurt. Sa mère décide alors de déménager avec ses enfants à Simon City, une banlieue industrielle pauvre de Dallas. Bonnie est une enfant intelligente qui trouve très vite sa place à l'école. Excellente élève, elle montre un vrai talent pour la littérature. Au cours de sa scolarité, elle va d'ailleurs remporter de nombreux prix de poésie et d'orthographe. Adolescente, Bonnie est particulièrement rebelle et n'en fait qu'à sa tête. À l'âge de 15 ans, elle rencontre Roy Thornton, de 2 ans son aîné. Le jeune couple décide de quitter l'école pour vivre la vraie vie. Le 25 septembre 1926, 6 jours après l'anniversaire de ses 16 ans, les 2 tourtereaux se marient. Roy est un petit délinquant sans envergure qui fait de nombreux séjours en prison. Bonnie se lamente souvent de cette vie où il ne se passe rien. En 1929, alors que le couple est marié depuis 3 ans, Roy commet un braquage à main armée. Il est envoyé pour plusieurs années en détention. Il ne reverra plus jamais sa femme. Séparée de Roy, Bonnie retourne vivre chez sa mère et prend un petit boulot de serveuse. Nous sommes en décembre 1929. Bonnie a 19 ans. Dans quelques jours, elle va rencontrer l'homme de sa vie, le séduisant Clyde Barrow. Il est temps de vous présenter Clyde Barrow. Clyde Barrow n'a pas eu un démarrage facile dans la vie. Il vient au monde en 1909, lui aussi au Texas, dans la petite ville de Tellico, pas loin de Dallas. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 6, et si les parents de Bonnie ne roulaient pas sur l'or, chez les Barrow, c'est carrément la misère. Toute la famille vit dans un camp de fortune, jusqu'à ce que le père achète une petite maison dans un des quartiers les plus pauvres de Dallas. Dès son plus jeune âge, Clyde montre un vrai talent pour la délinquance. Il est particulièrement proche de son grand frère, Marvin, surnommé Buck, avec qui il fait les 400 coups. À l'adolescence, ils ont déjà un sacré palmarès, vol de voiture, braquage, attaque de commerce. À l'âge de 20 ans, Clyde compte déjà 2 séjours en prison. Janvier 1930, Clyde Barrow a 20 ans et il s'apprête à rencontrer l'amour de sa vie, la tempétueuse Bonnie Parker. Une légende persistante veut que la rencontre du couple ait lieu alors que Clyde essaie de voler la voiture de la mère de Bonnie. La réalité est beaucoup moins romanesque. Le couple se rencontre pour la première fois dans la maison d'une amie commune où Bonnie est passée prendre le thé. Le coup de foudre entre ces deux-là est immédiat. Bonnie, qui s'ennuie à mourir, tombe éperdument amoureuse de ce beau voyou qui vit à 100 à l'heure. Clyde, lui, est tout de suite impressionné par cette jolie fille intelligente qui n'a pas froid aux yeux. Ils deviennent rapidement inséparables. À Dallas, on ne voit jamais Clyde sans Bonnie, ni Bonnie sans Clyde. Ce nouveau bonheur est de courte durée. 4 mois après leur rencontre, Clyde est arrêté pour une série de petits méfaits. Il est aussitôt envoyé à la prison de Eastham, au Texas. Un centre de détention sordide, surnommé le Trou de l'Enfer. Les bagarres y sont extrêmement violentes et les prisonniers régulièrement battus par le personnel pénitentiaire. À Eastham, Clyde Barrow va être plusieurs fois passé à tabac, mais surtout il sera violé par un autre prisonnier, Ed Crowder, à qui il finit par briser le crâne à coups de barre de fer. C'est le premier crime connu de Clyde Barrow. Un crime qui restera impuni car un autre prisonnier, condamné à perpétuité, acceptera d'en endosser la responsabilité en échange d'un peu d'argent. En prison, Clyde aura aussi 2 orteils coupés, mais personne ne sait si c'est lui qui s'est infligé cette blessure pour éviter des travaux forcés ou si quelqu'un d'autre l'a mutilé. À sa grande surprise,
Il est libéré en février 1932, sa mère ayant fait des pieds et des mains pour lui obtenir la liberté conditionnelle. Le Clyde Barrow qui sort de 2 ans de détention à Eastham n'a plus rien à voir avec l'ancien Clyde Barrow. Quelque chose d'horrible a dû se passer là-bas, confiera plus tard Mary, sa sœur aînée, parce qu'il n'était plus le même en sortant. Un de ses amis dira « Il est entré en prison comme un écolier, il en est sorti comme un serpent à sonnette ». Dès qu'il sort de prison, Clyde file retrouver Bonnie qui l'a attendu. Le couple est vite rejoint par un autre détenu, Ralph Fultz, qui a également bénéficié d'une remise de peine. Roy Hamilton, un autre délinquant, vient rejoindre la bande. À ce moment-là, Clyde veut sa vengeance contre le système. Il n'a qu'une obsession, organiser un raid armé contre la prison d'Eastham et libérer les prisonniers et tuer un maximum de gardiens. Pour attaquer une prison, il leur faut des armes et de l'argent. Le quatuor décide de commettre quelques cambriolages. Le 22 mars, alors qu'ils viennent de dévaliser une quincaillerie, Clyde plante la voiture dans un nid de poule. Hamilton et lui parviennent à s'enfuir, mais Bonnie et Ralph se font pincer. Inconnue des services de police, Bonnie raconte qu'elle s'est fait kidnapper par les membres d'un gang. Son mensonge passe comme une lettre à la poste. Elle fait quelques mois de prison avant d'être libérée. Ralph, lui, retourne croupir à Eastham. Le 30 avril 1932, Clyde participe à un braquage qui tourne mal. Le propriétaire de la boutique est tué de plusieurs balles. La veuve identifie formellement Clyde Barrow comme un des tireurs. Ce meurtre signe le point de départ de la cavale meurtrière de Bonnie and Clyde. Volant des voitures à gauche à droite, les deux amants prennent le large, direction l'Oklahoma. Le 5 août 1932, Clyde et 2 amis boivent un verre. Lorsqu'ils sortent du bar, ils sont accostés par le shérif C.J. Maxwell, accompagné de son adjoint Eugene Moore. Clyde et ses acolytes ouvrent immédiatement le feu, tuant sur le coup l'adjoint et laissant pour mort le shérif. Clyde, Parker et les 2 autres fuient direction le Texas, où le 11 octobre, ils tuent le propriétaire d'une supérette au cours d'un cambriolage. Il s'enfuit avec $28 et un peu de nourriture. Les morts commencent à s'accumuler autour des 2 amants. Ce n'est que le début. Le 25 décembre 1932, le jour de Noël, Clyde Barrow et l'un de ses complices tuent un jeune père de famille en lui volant sa voiture. Le 6 janvier 1933, Clyde tue le shérif Malcolm Davis lors d'un barrage organisé par la police. Il réussit une fois de plus à s'enfuir. Début 1933, outre cette vague de meurtres, 2 événements vont venir bouleverser la vie de Bonnie and Clyde. Le premier, c'est la libération de prison du grand frère de Clyde, Buck, dont il est si proche. Ce dernier décide de partir avec sa femme blanche à la recherche de Clyde. Son but, essayer de convaincre son petit frère de se rendre à la police. C'est sans compter sur le pouvoir de persuasion de Clyde. Non seulement Buck ne parvient pas à le raisonner, mais Clyde réussit à le convaincre de les suivre. Blanche et Buck rejoignent ce que l'on appelle désormais le gang Barrow. Bonnie, Clyde, Blanche, Buck et un dénommé Jones décident de se mettre au vert dans la petite ville de Joplin, dans le Missouri. Le petit groupe passe ses journées et ses nuits à jouer aux cartes et à boire. L'alcool est en effet de nouveau autorisé après 10 ans de prohibition. Après quelques semaines, le voisinage commence à se plaindre du bruit occasionné par ces beuveries nocturnes. On prévient la police. Cette dernière, ignorant totalement à qui elle a affaire, décide le 13 avril 1933 d'envoyer 5 hommes sermonner la petite bande. Mauvaise idée. À peine arrive-t-il devant la maison que le gang ouvre le feu, tuant 2 officiers et en blessant un autre grièvement. Les 2 policiers survivants évoqueront un déluge de balles. Et une nouvelle fois, le gang Barrow réussit à s'enfuir. Et c'est là qu'intervient le 2e événement qui va tout changer. Les membres du gang ont été pris totalement par surprise et se sont enfuis en laissant toutes leurs affaires derrière eux. La police tombe sur un rouleau de photos non développées, ainsi que de nombreux poèmes écrits par Bonnie. Les photos atterrissent sur le bureau du rédacteur en chef d'un journal local, qui décide de les publier en une. On y voit la petite bande posée fièrement avec des armes, cigares à la bouche, devant de belles voitures. Sur tous les clichés, Bonnie et Clyde irradient, beaux, charismatiques. Ils semblent très amoureux et très heureux. Cette série de photos va faire le tour des États-Unis.
Elle va contribuer avec la publication des poèmes de la jeune femme à faire naître la légende Bonnie and Clyde. Encore inconnus du grand public, les deux amoureux deviennent des symboles, ceux de la résistance au gouvernement, de l'amour fou jusqu'à la mort, puisque tout le monde a bien compris que cette histoire ne pourrait s'arrêter que dans le sang. Pendant 3 mois, le gang Barrow poursuit sa cavale suicidaire, traversant plusieurs États. Il cambriole des supérettes et des stations-service. Parfois, il kidnappe des passants qu'il libère en échange d'une rançon. La presse suit leurs aventures, raconte la cavale, en rajoute parfois, pour rendre plus romanesque une histoire avant tout violente et sordide. La récente notoriété du gang Barrow s'avère compliquée à gérer. Partout où ils passent, on les reconnaît, on les acclame. Donc il faut fuir toujours, et vite. Ils ne peuvent plus louer de maison et vivent désormais à 5 dans une voiture. La cohabitation devient compliquée. Fin avril, Jones décide de quitter le groupe et de poursuivre en solo. Le 10 juin 1933, alors que Clyde, Bonnie, Buck et Blanche sont à Wellington au Texas, Clyde perd le contrôle de la voiture qui tombe dans un ravin. Bonnie reçoit une partie de l'acide contenu dans la batterie de la voiture sur la jambe. La jeune femme est brûlée au 3e degré. Elle ne pourra plus jamais marcher normalement. Qu'importe. Désormais, c'est Clyde qui la portera. Partout où ils iront. Le 18 juin 1933, les 4 membres du clan Barrow se posent à Platte City, dans le Missouri. Bonnie est très affaiblie par sa jambe blessée et tous sont exténués par cette cavale sans fin. Ils parviennent à louer une petite maison. Ils y sont rejoints par Jones, qui a fait son grand retour. Mais ils font plusieurs erreurs. Blanche loue la maison pour 3 personnes, mais commande 5 repas et 5 bières le premier soir au restaurant voisin. Le restaurateur remarque également que dès leur arrivée, les locataires de la maison ont calfeutré toutes les fenêtres avec du papier journal. Bref, son instinct lui souffle que quelque chose ne tourne pas rond. Il appelle le shérif. Le shérif de la ville, Old Coffee, met la maison sous surveillance et demande aussitôt du renfort. Le 19 juin, à bord d'une voiture blindée et secondée par plusieurs hommes, il prend d'assaut la maison où sont réfugiés les 5 membres du clan Barrow. L'échange de coups de feu est intense et nourri, mais malgré leur expérience, les hommes de loi ne peuvent rien contre la détermination de Clyde Barrow. Lourdement armé, ce dernier canarde les forces de l'ordre et toute la petite bande parvient une fois de plus à se faire la malle. Sauf que cette fois, ils y laissent des plumes. Durant l'échange de coups de feu, le frère de Clyde, Buck, est grièvement touché à la tête, et Blanche, son épouse, reçoit de nombreux éclats de verre dans l'œil. Les fuyards prennent la route et trouvent refuge dans un parc de jeux désaffecté dans l'Iowa. Buck est au plus mal. Tellement mal que Clyde a commencé à creuser une tombe. Des passants les repèrent et préviennent la police. Encerclé par les forces de l'ordre et par une centaine de curieux, le clan Barrow défouraille dans tous les sens pour s'en sortir. Nouvelle fusillade, nouvelle victime. Clyde, Bonnie et Jones parviennent à s'enfuir à pied. Buck, affaibli, est atteint d'une balle dans le dos, tandis que Blanche est capturée par la police. Buck décède 5 jours plus tard à l'hôpital. Le trio restant, composé de Clyde, Bonnie et Jones, passe les 6 semaines suivantes à errer d'État en État, du Colorado au Minnesota, puis au Mississippi. Cette fois, ils ne se font pas remarquer. Clyde est dévasté par la mort de son frère. Début septembre, Bonnie et Clyde, qui sont toujours restés très proches de leurs familles respectives, décident de retourner à Dallas. Jones, lui, trace sa route de son côté vers Houston où vit sa mère. Il y est arrêté sans violence le 16 novembre. À Dallas, Clyde commet de nombreux larcins pour subvenir aux besoins médicaux de Bonnie. Clyde n'a pas abandonné non plus son idée de revanche contre le pénitencier où il a tant souffert. Le 16 février 1934, il réussit, grâce à l'aide de complices à l'intérieur de la prison, à faire échapper plusieurs hommes du centre pénitentiaire d'Eastham. C'est une de ses plus belles victoires. Grâce à lui, les responsables de la prison se retrouvent sous le feu des critiques. Il s'est vengé d'Eastham. Mais lors de ce raid, un officier est grièvement blessé. L'affront de trop pour les autorités. Elles annoncent que quiconque a été mêlé à ce raid contre la prison sera pourchassé et tué, sans autre forme de procès. Les autorités du Texas ont alors l'idée de faire appel à un ancien Texas Ranger à la retraite, Frank Hammer.
Ce dernier n'est pas n'importe qui. C'est une légende vivante dans le milieu des Texas Rangers. Brutal, taciturne, c'est un homme profondément habité par l'idée de faire respecter l'ordre et la justice. Et ce, par tous les moyens. L'homme a déjà tué 53 criminels. Frank Hammer fait savoir très vite qu'il n'aura aucun état d'âme à tuer une femme si nécessaire. Bonnie Parker est prévenu. Il se met en chasse au début du mois de février 1934. Dormant dans sa voiture, parcourant des kilomètres en solitaire, il ne vit plus que pour une seule obsession, trouver et arrêter le gang Barrow. Le 1er avril 1934, Clyde et Henry Medvin, un des évadés d'Eastham, tuent 2 jeunes policiers à moto. L'un des 2 policiers allait se marier quelques jours plus tard. Il sera enterré dans son costume de mariage, tandis que sa compagne assistera aux funérailles dans sa robe de mariée. Un témoin va affirmer qu'il a vu Bonnie Parker rire aux éclats au moment où elle a achevé les hommes de plusieurs balles en pleine tête. C'est faux. Bonnie n'était pas présente pendant cette fusillade. Les images des funérailles du jeune policier, ainsi que ce faux témoignage, vont bouleverser l'opinion publique, qui exige désormais la tête des 2 amants. Encouragée par ce revirement, la police du Texas offre une récompense de $1000 pour les corps des assassins. Pas pour la capture, pour les corps. La gouverneure du Texas va ajouter de sa poche $500 à cette récompense. Le message est clair. On les veut plutôt morts que vifs. 5 jours seulement après le meurtre des 2 policiers, Clyde et Henry tuent William Campbell, un paisible veuf de 60 ans, déchaînant la vindicte de tout un pays. Un journal texan publiera un dessin satirique montrant une chaise électrique vide avec une pancarte réservée pour Bonnie et Clyde. Pendant ce temps-là, Frank Hammer, solitaire, acharné, poursuit sa traque. Il a l'intuition que la prochaine visite du couple sera pour retrouver Henry Medvin chez la mère de ce dernier, en Louisiane. Plusieurs indices sur le terrain lui confirment l'information. Le 21 mai, avec 5 hommes, il se positionne en embuscade le long d'une route que doivent emprunter les 2 amants. Ils attendent 1 jour, 2 jours. Rien ne se passe. Le 23 mai au matin, alors qu'ils s'apprêtent à lever le camp, Hammer et ses hommes entendent au loin arriver la Ford V8, volée peu de temps auparavant par Clyde Barrow. Ils ont pensé à demander au père d'Henry Medvin de positionner son tracteur en travers de la route afin d'obliger Clyde à freiner. À peine la voiture s'arrête-t-elle que les agents vident leurs chargeurs sur les occupants. On comptera plus de 50 impacts de balles sur le corps de Clyde Barrow et sur celui de Bonnie Parker. Clyde meurt sur le coup. Bonnie aura le temps de hurler en réalisant que son homme est mort. La scène qui suit cette exécution est à peine croyable, et elle a choqué tous les agents présents sur le terrain. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Plus d'une centaine de voyeurs se ruent aussitôt sur le lieu de la fusillade. Tous vont essayer d'emporter avec eux une relique. Une femme arrache une mèche de cheveux et un bout de la robe de Bonnie, tandis qu'un agent doit intervenir pour empêcher un homme de couper le petit doigt de Parker, puis plus tard un autre homme de lui trancher l'oreille. Les 2 corps et la voiture criblée de balles sont envoyés dans la petite ville voisine d'Arcadia. En quelques heures, 10 000 curieux arrivent en train, en voiture et à cheval. La légende Bonnie et Clyde est née. Bonnie et Clyde avaient demandé à être enterrés côte à côte. La mère de Bonnie refusera, souhaitant ramener sa fille à la maison. Plus de 20 000 personnes assisteront à ses obsèques, rendant les funérailles très compliquées pour la famille Parker. Après des funérailles privées, Clyde Barrow sera enterré aux côtés de son frère adoré, Buck. Des centaines de visiteurs se rendent encore tous les ans sur la petite plaque en granit qu'ils partagent au cimetière de Dallas. Bonnie et Clyde sont morts, mais rarement un amour réel aura tant inspiré les artistes. Chansons, films, séries, le destin des 2 amants ne cesse d'être revisité. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.